Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs VOA Créole, en marge 78e Assemblée Générale des Nations Unies, nous avons rencontré avec Madame Maria Isabel Salvador, qui est représentante secrétaire générale des Nations Unies en Haïti, et puis qui est chef BINU, Bureau intégré Nations Unies en Haïti. Et Madame Salvador, merci de votre disponibilité. Merci à vous de m'accueillir. C'est un plaisir d'être là et de pouvoir échanger avec vous quelques pensées au sujet du thème qui nous préoccupe tous. Voilà. Et commençons par ce que je pourrais appeler un rappel. Et quelle est la raison d'être du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti? Je vous remercie beaucoup de la question. Donc, le Bureau intégré des Nations Unies a un mandat spécifique qui a été déterminé par le Conseil de sécurité en 2019, une fois que la mission existant avant, les deux missions existant avant, donc la MINUJUS et la MINUSTAH, ont terminé. Donc le mandat spécifique du BINU, c'est un rôle éminemment politique. Qu'est-ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce que si on dit la politique, alors on se dit, mais c'est quoi ça? Alors c'est un rôle d'accompagnement, d'appui aux différents processus qui suit ou qui vit Haïti. Spécifiquement, tous les processus pour revenir à un État démocratique, c'est-à-dire le processus électoral, et l'accompagnement aussi du gouvernement, donc le gouvernement qui est en place, disons, et on accompagne ce gouvernement avec du conseil, des bons offices, etc. Et puis, nous avons aussi un rôle important en ce qui concerne l'appui, l'accompagnement, le conseil aussi à la police nationale haïtienne. Nous avons un rôle important aussi pour pousser des changements au niveau de l'institutionnalité de l'État en ce qui concerne la justice, le système pénitentiaire en général ça. Et aussi, nous avons un mandat pour le surveil, si vous voulez, des droits humains en Haïti. Donc c'est un rôle éminemment, comme je disais, d'accompagnement, plutôt de conseil. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'en tant que bureau intégré, ça implique aussi une relation permanente et une coordination permanente avec toutes les agences des Nations Unies qui sont en place, je veux dire, qui sont présentes en Haïti, des Nations Unies, et donc qui sont les agences humanitaires et les agences du développement. Par exemple, UN Women, ou UNAIDS, ou UNICEF, ou n'importe quel, UNESCO, bon, il y en a 22 en tout. Donc mon rôle, c'est un rôle aussi de coordination avec la représentante coordinatrice de Nations Unies là-bas. Et voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question, mais oui. Un peu ce que c'est le BINU. Oui, mais vous êtes plus ou moins nouvelle. Est-ce que vous dressez déjà un bilan de votre administration? Il faut dire que l'héritage aussi, ça compte, et l'héritage de vos prédécesseurs. Est-ce que vous dressez déjà un bilan de votre travail? Bon, moi je suis là, je suis en Haïti depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril, je suis arrivée là le 19 avril. Et je pense que c'est toujours assez tôt pour faire un vrai bilan. Mais en ces 5-6 mois, je pense qu'il y a eu de progrès. Des progrès dans le sens que le thème d'Haïti est maintenant sur la table de toutes les discussions au niveau du Conseil de sécurité. Vous savez que ça, depuis la décision, il n'y a pas longtemps, la décision du Conseil de sécurité d'inclure dans sa dernière résolution 22-29, je ne sais plus le nom, les numéros, il y en a tellement que j'oublie exactement le numéro. Bon, dans sa dernière résolution, on a inclus cette discussion au sujet de l'arrivée ou l'autorisation pour on l'appelle une mission de support en sécurité pour Haïti. Ce qui a été demandé par le gouvernement d'Haïti au mois de septembre. Et vous savez qu'entre septembre et le mois de juillet, il n'y avait pas on ne disait rien, on n'en parlait pas. Et donc, moi je suis arrivée en avril, dans mon premier briefing, j'ai déjà insisté je pense, fortement sur ce besoin ou cette demande. Et on a continué à travailler, à pousser donc, cette initiative
qui est bien sûr aussi appuyé par le secrétaire général. Et donc, je pense que le fait que le Conseil de sécurité ait inclus dans sa résolution la possibilité, ça marque vraiment un changement. Je ne veux pas dire que c'est grâce à moi, parce qu'on parle de bilan, n'est-ce pas, de mon travail. Institutionnel, quoi. C'est institutionnel, mais je pense que vraiment on est arrivé avec des objectifs assez clairs à ces sujets, aussi au sujet de la situation politique. On essaye d'avancer sur ce dialogue à l'intérieur d'Haïti, des différents acteurs politiques, pour avancer sur un accord qui permette justement d'avancer sur le besoin, à part de la sécurité qui est le plus gros problème en ce moment. L'autre problème très important, c'est donc le manque depuis longtemps d'élections démocratiques en Haïti. Et donc pour nous, ça c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler, il faut pousser fort, parce que finalement la seule façon de revenir à un État plus ou moins ordonné, c'est à travers des élections. Avant de revenir sur cette force, cette fameuse force multinationale, J'aime pas le mot. le mot force. Oui, voilà, j'aime pas le mot force. Est-ce que vous avez un autre mot, une autre expression? Oui, maintenant, vous savez, on l'appelle, et je pense s'il y a une résolution du Conseil de sécurité à ce sujet, on l'appelle, et c'est ce que c'est en fait. C'est une mission d'appui en sécurité pour Haïti. Donc en anglais, ça va s'appeler MSSM. Ok. Parfois, je me perds dans le jargon. Et... C'est toujours plus facile de dire la force. Mais la force, ça a, vous savez, une connotation pas toujours positive. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aime répéter l'expression du secrétaire général des Nations Unies, une force multinationale robuste. Voilà. Mais vous avez parlé de progrès en Haïti en dressant un petit bilan. Mais ça a l'air d'être contradictoire avec un pays c'est comme un cauchemar la situation d'Haïti. Mais vous parlez de progrès, est-ce qu'il n'y a pas contradiction entre eux? La contradiction, c'est que moi je parlais d'un bilan de mon travail. Donc je dis ce qu'on a pu faire, hein, donc avancer sur les discussions. Qui définitivement vont éventuellement arriver à une résolution du Conseil de sécurité. Mais c'est clair, donc, le bilan que je viens de faire, c'est au sujet de ce que moi j'ai fait le 5 derniers mois. Ce n'est pas un bilan de ce qui arrive en Haïti. En Haïti, la situation ne fait que devenir plus grave, plus compliquée, plus difficile. Je n'ai pas les nombres, mais on pourra vous le donner éventuellement plus tard. Les nombres de morts, de victimes de viols, de victimes de kidnapping, ça ne fait qu'augmenter. Et ça a un impact, bien sûr, au niveau de la vie des gens, hein, de la vie des personnes en Haïti qui ne sont pas libres de bouger de leur maison très souvent, parce que quand ils essayent de sortir, ils risquent d'être tués. Oui. Donc ce n'est pas une vie, hein, vous comprenez, donc la situation est vraiment extrême et c'est pour ça que on pousse et on voudrait bien que le Conseil de sécurité finalement décide d'envoyer cette, on va dire, force. Oh. C'est plus court. C'est incontournable, quoi. C'est incontournable, oui, c'est vrai. Et donc, parce qu'on voit que c'est le seul moyen qui pourrait être effectif pour arrêter l'impact des gangs tous les jours dans la vie des gens. Et donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de travail pour obtenir ça. Parce que je crois que finalement, c'est clair qu'il y a beaucoup de pays, vous savez, qui continuent à contribuer avec Haïti de différentes manières, justement pour aider à la police nationale haïtienne. Nous-mêmes, on est présents avec eux, on accompagne ça, mais un gros problème, c'est que c'est le manque d'éléments humains, je veux dire, de personnel. La police nationale haïtienne a un gros problème de perte d'officiels. Oui, ça aussi, ça il faut le dire. Je crois que l'intention est positive, mais finalement, ça a un impact très fort sur la police nationale haïtienne, mais pas seulement sur la police nationale, sur tout Haïti. Et toute organisation, toute entreprise, parce que les professionnels sont ceux qui partent. Et donc, pour le pays, ça a un impact très négatif.
Et même nous, je veux le dire, dans notre cas, dans le cas des Nations Unies, il y en a qui sont partis avec le programme Parole, le programme Parole, et c'est très difficile souvent de les remplacer. Donc ça a un impact pas seulement aujourd'hui, mais dans l'avenir d'Haïti. Parce que nous perdons des cadres, nous voilà, perdons c'est rien. ça, on perd la connaissance, on perd les capacités humaines, et donc et ça a un impact aussi sur l'avenir, sur le développement d'Haïti. Donc la situation est grave, est vraiment grave, est dure, est difficile. Et le problème, c'est que c'est une espèce de cri, hein, de cri qu'on doit faire pour appeler les pays à être plus décidés de venir accompagner ce processus, dans le sens que, vous savez, il y a un pays qui s'est déjà offert clairement pour lidérer, ou conduire cette force. Oui, c'est le Kenya. Mais le Kenya, ça c'est pas suffisant, dans le sens que le nombre dont ils ont parlé n'est pas suffisant. Ils vont contribuer avec 1000 personnes, 1000 hommes, et puis hommes et femmes, éventuellement, on l'espère bien. Et il y a aussi, bien sûr, la Jamaïque, Bahamas, et je pense qu'Antigua et Barbuda aussi, qui ont proposé des nombres. Mais on arrive en tout à 1500 au maximum, et ça ne sera pas suffisant. Parce qu'on parle que, ça c'est pas des dates, c'est pas des numéros que je vais donner exacts, mais à peu près on parle que les gangs ont autour de entre 5 et 6 000 soldats qu'on appelle. Hein. Ouais. Donc pour faire face à ça, il faut beaucoup plus que 1500. Et donc voilà, c'est ce qu'on attend. Je sais qu'il y a des pays qui ont pris un peu le rôle de pousser les autres pays pour avoir un compromis, un engagement là-dessus. Et je sais qu'ils continuent à travailler. Bon, vous avez vu hier le président Biden dans son intervention face à l'Assemblée générale, il a dit très clairement. Et donc on espère, on a surtout ça, l'espoir, un espoir que ça va arriver à un moment donné. Mais c'est définitivement un dossier qui défraie la chronique et qui domine encore l'actualité. Mais où en est-on et quelle est la dernière mise à jour sur cette question de, entre guillemets, force? Qu'est-ce que vous voulez dire? La dernière mise à jour, vous avez sans doute des réunions et... Non, bon, moi je suis ici pour deux raisons. Je veux dire ici à New York, à l'Assemblée générale. Normalement, nous, on ne participe pas, mais on m'a demandé des réunions bilatérales. Je peux le dire franchement, il n'y a pas de raison pour ne pas le dire. Moi, je suis là pour une réunion bilatérale avec les départements d'État des États-Unis, avec Brian Nichols, et puis j'ai aussi une réunion avec la directrice pour l'Amérique latine du ministère des Affaires étrangères de France. Donc c'est deux pays qui ont voulu avoir une rencontre avec moi. Et aussi pour participer à l'événement convoqué par M. Blinken au sujet d'Haïti. Donc ça, c'est les raisons pour lesquelles je suis là. Mais c'est clair que le thème est sur la table de beaucoup d'autres. Il y a un autre événement. C'est un thème qui est important finalement pour nous en tant que Nations Unies et pour les pays qui font partie des Nations Unies et surtout pour ceux qui font partie du Conseil de sécurité. Et on espère que, on aura je n'ai pas d'autres informations à vous donner à ce sujet. Je sais que les pays qui sont on dit le penholder du thème au niveau du Conseil de sécurité, donc les États-Unis et l'Équateur, sont en train d'avancer les conversations avec les autres pays du Conseil de sécurité pour éventuellement arriver, et c'est ce que moi personnellement et beaucoup d'entre nous voulons, avoir une résolution d'acceptation et d'autorisation de cette force. Il y a un autre dossier qui défraie la chronique et le président Abinaled en a parlé hier à la tribune des Nations Unies. Et quelle lecture faites-vous concernant la construction du canal sur la rivière Massacre? Alors pour moi c'est très difficile Je peux donner mon opinion personnelle, bien sûr, mais c'est une affaire qui devrait pour l'instant être réglée entre les deux pays dans la table de négociation. Ça, c'est mon point de vue à moi, n'est-ce pas? Je pense que
ce type de situation entre deux pays qui ont à voir avec les limites, il faut faire tous les efforts pour le résoudre sur la table de négociation. Non? C'est trop tard. Non, je ne pense pas. Disons que quelque part, on pourrait dire que c'est un peu tard parce que, bon, bien sûr, on a vu la position de la République dominicaine, elle est assez claire. Mais je pense qu'on a toujours l'occasion de revenir et s'asseoir sur la table. Je vais vous dire comme ça, une anecdote. Moi, j'étais ministre des Affaires étrangères de mon pays. Et il m'a fallu faire face à un événement très très grave pour notre pays, c'était en 2008. On a eu un gros problème avec la Colombie. Et même si la Colombie avait arrivé à des actions très très fortes contre l'Équateur, finalement on s'est assis à une table de négociation dans l'Organisation des États américains. Et il a fallu qu'on parle. Et on l'a fait. On a parlé et finalement on a réussi à avoir un accord qui a satisfait les deux parties. Donc moi je pense que même si vous dites c'est trop tard, je pense que c'est jamais trop tard. C'est jamais tard pour s'asseoir et négocier. Et ça applique pas seulement pour ce genre d'affaires, mais pour tout. Et dans ce sens-là, j'aimerais aussi faire un appel. Donc, je dérive sur la situation et la crise politique en Haïti. C'est pareil, pour arriver à un accord, il faut s'asseoir dans la table, être franc, être clair et avancer. On ne peut pas s'asseoir sur la table et ne pas avancer. Hein. Si on ne va pas avancer, il vaut mieux ne pas s'asseoir. Donc je pense que c'est aussi un appel aux partis politiques, aux acteurs politiques, disons, en Haïti, de s'asseoir à la table et avancer sur ce qu'il faut avancer pour pouvoir avoir la vision claire qu'il faut aller aux élections dès que ce sera possible. Dès que ce sera possible. Il faut le dire aussi. Mais qu'est-ce que vous pensez de la dernière sortie de M. Jimmy Cherizier, alias Barbecue, le chef de gang, indexé par la communauté internationale, recherché, dit-on, par la police nationale, et il a annoncé une lutte armée pour destituer le Premier ministre, Ariel Henry. Alors moi, je ne veux pas juger au niveau de position politique, ça. Je vais juger ça du point de vue de ce que ça implique que les gangs, les bandes criminelles commencent à avoir un discours politique. C'est très dangereux. C'est pas nouveau. Oui, mais c'est très dangereux parce que maintenant on voit des actions. Non, c'est pas seulement des mots. On voit des actions. On a vu hier, avant-hier, donc ces manifestations que cette personne a lidérées. Et son discours est clairement politique. Hein. Et donc ça, c'est dangereux parce qu'on ne peut pas permettre, ça je vous le dis et je sais que je risque beaucoup, mais on ne peut pas permettre que des criminels soient considérés des acteurs politiques. Ça c'est vraiment très, très dangereux pour n'importe quel pays. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut faire très attention. Et c'est aussi, je pense, important. C'est un moment où les politiciens en Haïti qui ont une vraie conscience et une vraie intention de bien faire, de bonne volonté et d'avancer pour le bien du pays, du peuple haïtien, doivent comprendre qu'ils doivent s'asseoir dans la table et avancer. On ne peut pas rester bloqué dans une situation qui ne permet pas l'avance. Oui. Et ça je veux le dire aussi franchement, c'est que la décision, en partie, des décisions qui sont prises au Conseil de sécurité ont aussi à voir avec ça, n'est-ce pas? Vous savez, il y a des pays qui ont exigé qu'on avance sur un consensus plus large, et ça veut dire que les politiciens doivent arriver à ce consensus. Et donc, très souvent on dit bon, c'est l'international qui va résoudre ça, c'est le Conseil de sécurité qui devrait le faire. Mais le Conseil de sécurité, il voudrait, je pense aussi, que les acteurs politiques en Haïti
Bien sûr, ils ont une énorme responsabilité dans ce sens-là. Bon, moi, je suis personne pour le faire, mais je pense que c'est mon obligation de faire un appel aussi aux partis politiques responsables, donc ceux qui croient en la démocratie et qui sont pour aller et arriver à des élections, donc de s'asseoir et avancer sur cette ligne-là. On ne peut pas avancer en Haïti si on ne va pas à des élections à un moment donné. Et comme je disais avant, dès que ça sera possible. Oui, donc toujours, on ne pourra pas avoir des élections tant que la situation de sécurité... C'est toujours très conditionnel. Voilà. Mais il faut avancer. Mais il était question que les Nations Unies publient une liste de personnes, comme l'a fait les États-Unis, comme l'a fait le Canada, de publier une liste de personnes indexées qui sont impliquées dans des malversations, crimes et autres. Bien sûr. Si le Conseil de sécurité aussi a une résolution créant une commission des sanctions, un comité des sanctions, et en créant aussi un panel d'experts en sanctions. Et donc ce panel d'experts a travaillé depuis je pense, 8 mois à peu près, justement analyser, avoir de l'information, rentrer un peu plus profondément sur ça. Et donc ils ont ils ont été en train de faire ce travail. Le président du comité, du comité de sanctions est allé en Haïti il y a 3 mois à peu près. C'est le représentant permanent du Gabon. Et donc il y a un travail qui est en train de se faire. Et normalement, on attend d'ici, je pense, la fin du mois de novembre, donc le rapport de ce panel d'experts et des décisions du comité des sanctions et éventuellement une décision du Conseil de sécurité au niveau justement des noms qu'on pourra inclure. Parce que vous savez qu'il y a eu déjà, il y a une seule personne qui est. Et c'est qui? C'est le barbecue, voilà. Jimmy Cherizier. Donc ça, vous pouvez voir des raisons. Qui fait aussi la chronique et qui annonce une lutte armée. Voilà, et donc vous voyez clairement le rapport qu'il y a dans tous ces mouvements maintenant. Donc bientôt ça va arriver, bientôt ça peut s'élargir. Et il y a aussi des raisons politiques, vous voyez. Lui, il a décidé donc de lancer un appel de type politique. Et il y a des acteurs politiques, à part, maintenant, je ne veux pas dire que lui il est un acteur politique, mais il y a d'autres acteurs politiques qui sont dans le même discours. Et donc il faut faire attention, il faut essayer de voir, de trouver le nex, les connexions entre tout ça, et donc voilà. Madame Salvador, on me fait signe que je dois mettre fin à l'interview, mais je ne peux pas ne pas agiter cette question. Comment voyez-vous cette question de choléra? Il y a un contentieux permanent entre Haïti et les Nations Unies pour cette question de choléra. Et en tant que représentant du secrétaire général des Nations Unies à Haïti, comment voyez-vous cette question? C'est la question parce qu'il y a des choses que souvent on ne dit pas, n'est-ce pas? Et je pense que c'est un moment où il faut vraiment être franc et reconnaître s'il y a des responsabilités, disons, non? Je pense que les Nations Unies... on ne peut pas responsabiliser les Nations Unies. C'est les Nations Unies qui ont amené le choléra. C'est vrai que c'est pendant le temps de la MINUSTAH que ça s'est arrivé et c'est apparemment à cause de peacekeepers des Nations Unies. Non, et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est terrible parce que ça a eu des conséquences sur la vie des Haïtiens et des Haïtiennes aussi. Et c'est terrible. Mais dans ce sens-là, je pense que nous, en tant que Nations Unies, on y est toujours et on continue à travailler à ce sujet. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un gros problème pendant la MINUSTAH, mais après ça, on a travaillé et on continue à travailler chaque jour pour... On a réussi à éliminer le choléra. C'est vrai que maintenant, récemment, il y a eu une nouvelle résurgence, si on veut, de ça. Mais je sais que c'est toujours plus facile de dire responsabilité, les Nations Unies, c'est eux, etc. On doit accepter que, ok, c'est vrai, mais que nous, on est là et qu'on est resté là pour essayer aussi de contribuer à l'élimination de ces fléaux qui est vraiment horrible. Et ça, de la même façon, il faut que je le dise, au sujet de cas d'exploitation sexuelle qui a malheureusement a laissé des victimes
nous, les Nations Unies, on continue à travailler tous les jours avec ces victimes, avec des femmes et des enfants, du personnel de forces qui étaient en Haïti pendant la MINUSTAH. Et on travaille avec chaque pays d'origine de ces membres de MINUSTAH pour essayer de trouver des solutions à long terme. Donc, c'est pas que bon, on a fait ça et on est responsable. D'accord, on a une responsabilité, mais nous, on n'a pas laissé de travailler, on n'a pas arrêté de travailler pour essayer de fournir des solutions. C'est pas qu'on a fait le mal et au revoir. Peut-être on a fait un mal involontaire, il faut le dire. Et on y est resté et on continue à travailler tous les jours dans ces cas-là et au niveau tant de choléra comme d'exploitation sexuelle. Vous savez que le Premier ministre Ariel Henry, on dit qu'il dirige avec un déficit de légitimité et on dit qu'il est aussi soutenu par la communauté internationale. Et dans votre accompagnement, vous soutenez Ariel Henry, son statut et son administration? Je crois, bon, vous savez, moi je suis arrivée il y a 6 mois, donc moi je dois quelque part me trouver face à des faits accomplis. Oui, l'héritage quoi. Voilà, donc il faut que moi je continue un travail, c'est une décision, c'est pas une décision, c'est la façon dont il faut qu'on avance. Nous, en tant que Nations Unies, il faut qu'on travaille avec le gouvernement qui est établi. Légitime ou non? Si c'est légitime ou illégitime, ce n'est pas nous qui devons le dire. C'est notre contrepartie officielle, si vous voulez, n'est-ce pas? Et donc, très souvent, on prend les mots et on dit « Ah, je me rappelle la dernière, à un moment donné, j'ai dit que j'appuie, c'était en anglais, je pense, non, que je supporte. Ou quelqu'un dit « C'est un support inconditionnel, blablabla. » Bien sûr, moi, je ne peux pas conditionner, mais notre rôle, c'est un rôle d'appui au gouvernement dans tous les domaines qui nous correspondent. Donc, au niveau de l'Agence des Nations Unies, on travaille tous les jours avec les différentes institutions du gouvernement. Et moi, en tant que donc ce rôle politique dont je parlais, il faut que je travaille avec le gouvernement. Donc, pour l'instant, c'est le Premier ministre Ariel Henry. Et tant qu'il sera là, il faut que nous travaillions avec lui justement pour pousser donc tous ces dossiers, si vous voulez, donc au niveau politique, au niveau de la police nationale, au niveau de la justice, au niveau des droits humains. Ça, c'est notre rôle. Mais évidemment, il faut, et dans ce sens-là, je dois appuyer le gouvernement pour qu'il aussi puisse avancer et arriver aussi aux élections. Ça fait partie de mon travail. Madame Salvador, VOA Creole vous remercie. Merci en plus. Voilà, c'était Madame Maria Isabelle Salvador, qui est représentante secrétaire générale des Nations Unies dans le pays d'Haïti et qui est chef BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, qui a accepté répondre aux questions VOA Creole en marge 78e Assemblée générale des Nations Unies. Moi, c'est Jacques Lambellizer. Mesdames, Messieurs,